Bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce jour, jeudi 22 mai 2025, partira du Palais du Peuple, le siège du Parlement national, pour vous dire que lever ou pas des immunités du sénateur à vie, l'ancien président de la République démocratique du Congo, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Il faut dire que les suspens plutôt avaient gagné beaucoup de terrain, mais la plénière a repris il y a quelques instants. Il a repris et puis la plénière se poursuit. Seulement, nous restons à l'affût de la bonne information pour vous fixer sur la décision qui sera prise. Car a priori, nous osons peut-être croire que cette plénière pourra peut-être se passer en huis clos et que les décisions qui vont en découler, nous allons vous le faire parvenir le temps de pouvoir vérifier les tenants et les aboutissants de ces sujets assez difficiles à aborder. Mais nous allons vous tenir informés au cours de nos prochaines éditions. Là, ce sont des images d'archives qui justement illustrent le président Samuel Konde Kengi, qui lui est président du Sénat et qui dirige la plénière en ce moment au niveau de la salle des conférences internationales, siège du Sénat de la République démocratique du Congo. Entre-temps, il faut dire que l'ancien ministre congolais de Mines, Martin Kabouloulou, a été arrêté ce matin, 22 mai 2025 à Kinshasa. Il lui est reproché d'être à la base de détournement d'une somme colossale de dollars américains pendant son règne à la tête de ces ministères fichés comme étant l'un des ministères juteux. Selon les enquêtes, il aurait été auteur de facilitation de contrats minier jugé opaque. On fait le point avec Naomi Nyungé. L'ancien ministre de Mines, Martin Kabouloulou, a été arrêté ce jeudi 22 mai 2025 dans la matinée à Kinshasa. Ce ministre honoraire a exercé pendant plus de 10 ans, soit de 2007 à 2019. Sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il est soupçonné de détournement de fonds publics et bien d'autres crimes pendant sa gouvernance à la tête du ministère de Mines. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite par les ministères de la Justice, encore moins par la police nationale congolaise. Les rumeurs sur les enquêtes en cours le concernant circulent depuis un certain temps, notamment autour de contrats miniers jugés opaques ainsi que de détournements de sommes colossales lors de son passage au ministère de Mines. Ici de noter que l'ancien ministre serait aux arrêts dans un lieu secret dans l'attente de sa présentation devant un magistrat. Ses proches annoncent que ses avocats se mobilisent pour organiser sa défense. Et la République démocratique du Congo vient encore une fois de bénéficier pour la 4e fois consécutive du renouvellement de son éligibilité au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. La suite avec Polydor Patrick Ngaziem. Le démocratique du Congo vient de bénéficier pour la 4e fois du renouvellement de son éligibilité au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Un renouvellement confirmé par la lettre du secrétaire général de l'ONU en réaction à la demande formulée fin décembre 2024 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette éligibilité porte sur la période 2025-2029 et s'articule autour de 3 axes prioritaires. Renforcer la gouvernance et la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et de prévention du conflit, soutenir la résilience des communautés et populations les plus vulnérables au conflit en promouvant des solutions durables et en abordant les causes profondes, renforcer la protection des civils, la sécurité, les droits humains, la justice, y compris transitionnelle, dans la perspective de la transition liée au désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. Pour la première fois, le dossier de l'éligibilité propose une théorie de changement pour la nouvelle période. C'est à ce titre que se tiennent les présentes assises. L'objectif de cet atelier est de nous approprier ensemble cette nouvelle phase d'éligibilité qui propose 3 axes prioritaires, ainsi qu'une théorie de changement pour le cycle programmatique de 2025 à 2029
une innovation par rapport aux éligibilités précédentes. En outre, cette éligibilité intègre les recommandations de l'évaluation du portefeuille PBF 2019 à 2024 que nous aurons l'occasion d'analyser ensemble pendant ces 2 jours. Cet atelier offre donc aux participants l'opportunité de discuter de la contribution au pilier paix du Nexus humanitaire paix-développement, approche désormais activement relancée en République démocratique du Congo, visant à diminuer la dépendance à l'assistance humanitaire en dressant les causes profondes des conflits afin de promouvoir un développement durable. C'est d'ailleurs pour cette raison que la nouvelle éligibilité a retenu le pilier paix comme priorité numéro 1. Pour rappel, le PBF est un fonds global sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies dont les projets sont approuvés par le Peace Building Support Office à New York. En vue d'améliorer le système de santé tel qu'organisé à travers tous les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, le ministre congolais de ce secteur, le Dr Samuel Roger Kamba, a participé à une réunion d'importance capitale avec le représentant de la Fondation Bill Gates à Genève et pour solliciter justement l'accompagnement de cette fondation pour relever les défis notamment dans la prise en charge de vaccination de petits-enfants. Suivez avec Pascal Lokolo. Devant les représentants de la Fondation Bill Gates et Gavi, réunis en Genève en Suisse, Dr Samuel Roger Kamba a fait part des préoccupations concernant la santé des enfants, les fléaux de l'absence des vaccins et les questions logistiques liées à leur distribution dans l'espace où les infrastructures font défaut. Encore une fois, nous avons cette grande problématique de nos enfants zéro dose, nous avons cette grande problématique de la logistique de vaccins, nous avons cette grande problématique de la disponibilité des vaccins au kilomètre zéro. Et donc nous retrouver ici pour parler de toutes ces problématiques et dans un milieu où je suis de plus en plus confiant parce que je vois l'accompagnement de la Fondation Gates depuis des années qui nous aide beaucoup. Aussi, d'après les ministres, la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Cloésie du 10 au 30 juillet sera une occasion d'insister sur les défis à relever dans les domaines de la santé en RDC. Pour la conférence des gouverneurs, et là nous allons encore insister sur notre thématique parce que la conférence de gouverneurs a choisi comme thème principal la santé. Et nous sommes impliqués dans l'organisation de cette conférence de gouverneurs et nous allons faire un gros plaidoyer, encore une fois, sur la vaccination, sur le Machakoplan. Et nous avons l'occasion là, avec le président de la République, en une année, de refaire 2 fois la pression sur les gouverneurs. Il faut dire que la Fondation Bill Gates a œuvré plusieurs années aux côtés du gouvernement congolais pour améliorer le secteur de la santé à travers le pays dans la lutte contre plusieurs maladies. Et justement, en séjour de travail au niveau de Genève, en Suisse, le ministre national de la Santé publique, le Dr Roger Samuel Kamba, a pris part à la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé OMS et justement à l'occasion il a fait part à ses autres collègues de ses différentes réflexions par rapport à tout ce qui est vivable au niveau de ce secteur essentiel de la vie nationale, j'ai cité le secteur de la santé. Dans son discours lors de la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique de la RDC, a souligné l'importance d'avoir un bon leadership pour bien gérer les épidémies qui frappent la RDC, notamment la rougeole, vue comme un signal d'alarme pour la santé des jeunes. C'est très important le leadership. Parce que quand je regarde, par exemple, moi je suis médecin de formation, je suis pédiatre de formation, j'ai vacciné les enfants pendant des années. Mais quand je deviens ministre, je vois que je n'ai pas les alertes précoces qui me permettent d'évaluer une situation. Donc je demanderai aux scientifiques, au lieu d'attendre que la rougeole soit une alerte, parce que la rougeole c'est déjà une épidémie, il faudrait que nous puissions modéliser des éléments qui permettent aux décideurs de voir venir. Il a également abordé la question des relais communautaires en indiquant que ces acteurs locaux de santé doivent être soutenus et élevés au rang des professionnels de santé.
J'ai parlé effectivement des relais communautaires. Nous avons bâti un système pendant très longtemps sur le fait que les relais communautaires sont des volontaires. Alors vous avez la réponse la plus importante, mais vous la donnez à des personnes qui sont volontaires. Ça veut dire quand ils ne sont pas là, quand ils n'ont pas envie, la réponse ne peut pas fonctionner. Donc il faut responsabiliser les relais communautaires, en faire des vrais agents de la santé qui agissent au quotidien, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont salariés. Il faut dire que cette déclaration du ministre de la Santé congolais rappelle l'urgence de renforcer les collaborations de la santé au niveau international pour faire face aux défis épidémiques dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo se veut toujours être un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. C'est dans cette optique qu'elle a abrité mercredi, hier donc 21 mai 2025, la conférence régionale dénommée en anglais Tropical Forest Forever Facility. Cet atelier s'est avéré être un cadre fédérateur pour les nouvelles stratégies dans la préservation de forêts tropicales. On fait le point avec Elohim Mfinda. Renforcer la protection de forêts tropicales, tel a été l'objectif de l'atelier régional tenu à Kinshasa mercredi 21 mai 2025. Les experts de la RDC, pays hôtes, et ceux du Brésil, de l'Allemagne, de la République centrafricaine, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun ont réfléchi sur le voies et moyens de trouver les financements pour la protection des forêts. Présente à cette conférence dénommée en anglais Tropical Forest Forever Facility, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, a réaffirmé la volonté de la RDC d'être pays solution contre les changements climatiques. Le bassin du Congo couvre environ 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides qui aujourd'hui est considéré comme deuxième massif forestier, mais le plus important poumon du monde actuellement, compte tenu des efforts que nous faisons pour réduire la déforestation. Le bassin du Congo, c'est aussi les tourbières. Les bassins du Congo, c'est aussi les mangroves. Les bassins du Congo, c'est aussi les forêts de Miombo. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui a apporté son appui technique pour la tenue de ces assises, a salué les leaderships de la RDC dans la tenue de cette rencontre dédiée à une priorité cruciale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique pour son initiative et son leadership dans l'organisation de la rencontre régionale dédiée à une priorité cruciale, la préservation des forêts du bassin du Congo, patrimoine écologique vital pour notre planète. Les conclusions issues de ces travaux de Kinshasa devront être utilisées lors des négociations à la COP30 au Brésil. Ainsi s'annonce une bataille dure pour les participants de cette conférence climatique des Nations Unies lors de ces négociations. Et j'ai le bonheur de recevoir pour vous un chercheur en communication, un doctorant. Il s'agit de Eugène Kandolo. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler de l'actualité. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit. Nous sommes agressés, mais au lieu de nous souder, pendant que les autorités parlent d'un côté de la cohésion nationale, j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux notamment, on se rentre dedans. Il n'y a pas très longtemps, on parle du mot légende. Oui. Pour moi, ça ne me gêne pas que ce soit Koffi Olomide ou Fally Ipupa. Tous les deux, pour moi, sont des légendes vivantes. Ça ne me gêne pas. Mais les gens sont têtus dedans. Et puis, parallèlement par rapport au dossier politique notamment, le nom de Moutamba est cité aujourd'hui. Et ça a même failli exploser la toile par rapport à un prétendu détournement. Vous, en tant que chercheur dans la communication, qu'est-ce qui fait que chez nous, les gens peuvent s'envenimer comme ça? Bon, en fait, la nature humaine même, en fait, l'homme est loup pour l'homme.
c'est pas nous qui avons créé ça, les philosophes, les penseurs, exactement, on réfléchit déjà sur ces genres de choses, et c'est même pour cela que sans attendre qu'il y ait conflit, il y a par exemple en relations internationales les cours comme la résolution de conflits en relations internationales. Ça veut dire que humainement parlant, de manière naturelle, l'homme est agressif vis-à-vis de l'autre parce que nous avons des ambitions qui peuvent se croiser, parce que en fait on peut être concurrent sans forcément être dans le même domaine. Maintenant, pour rentrer sur l'actualité, je souris parce que en fait je me suis retrouvé un peu tagué sur 2-3 posts comme ça, parce que moi j'ai écrit un livre sur bâtir sa propre légende n'est pas une légende, et après je fais une classification de légende. Expliquez-nous, bâtir sa propre légende n'est pas une légende, ça veut dire que arriver à réaliser une vie extraordinaire qui a un impact intergénérationnel n'est pas forcément quelque chose d'utopique. Donc, chaque personne, c'est réalisable, avec une destinée, peut arriver, mais s'il suit un cursus, un parcours, s'il écoute mieux, en fait, c'est pourquoi il est appelé sur Terre. Et par conséquent, la notion même de légende, c'est une notion assez vaste. C'est un peu comme tout ce qu'il y a comme concept aujourd'hui, fourre-tout. Rien que le concept des communications peut être défini de plusieurs manières. Je ne vois même pas pourquoi les gens feraient de débat là-dessus. Et je l'ai dit largement dans mon livre. Il y a par exemple des actes légendaires qui font entrer quelqu'un dans une légende, pas parce qu'il a fait toute une carrière. Je prends l'exemple de Gassama. Il n'a pas passé toute sa vie à escalader des immeubles. Il a fait une seule fois, il a sauvé un enfant. Il est entré dans la légende. Il y a des lieux qui sont emblématiques, qui sont légendaires, comme le stade Maracana, par exemple, au Brésil, comme les Zéniths de Paris. Et pourtant, il y a des salles plus grandes que les Zéniths, mais qui ne sont pas mythiques. Donc, qui n'ont pas la même aura. Exactement. Alors, revenons maintenant sur le plan politique aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le nom de Moutamba est nommément cité par rapport à cette histoire de construction de prison? Vous avez commencé à parler de cette affaire-là il y a 8 mois. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez commencé par parler de ça il y a 8 mois. Et pourquoi? Et pensez-vous que c'est arrivé? Est-ce que vous aviez déjà prédit? En fait, quand vous évoquez, oui, moi j'étais sur un plateau de télévision par rapport à l'actualité toujours. Je me rappelle qu'à l'époque, on parlait un peu d'une situation malheureuse qui lui était arrivée. Une prétendue, parce que vous parlez des prétendus pour le détournement, appelons ça aussi prétendu, un prétendu empoisonnement dont il était victime à l'époque. Il y avait aussi d'autres sujets d'actualité, notamment les élections à l'UNPC et tout ça. Donc, et dans la foulée, nous en avons parlé. Et j'ai épinglé le fait que Moutamba suscitait de l'espoir. Et cet espoir, en fait, était aveugle. Et était un espoir dans une catégorie de la population, particulièrement les jeunes, qui voyaient sa jeunesse et les actes qu'il posait, des actes qui peuvent pour certains être définis des actes de populisme, mais pour d'autres c'était des actes salutaires, et on trouvait en lui quelqu'un qui pouvait porter l'espoir de toute une génération, les jeunes, une catégorie des jeunes trouvaient en lui, et par conséquent en fait il fallait l'analyser parce que c'est un personnage public. Et étant personnage public, moi je mettais, et c'est ce que je disais il y a 8 mois, je mettais des doutes en fait. Je disais, laissons les temps au temps. Les contextes peuvent favoriser en fait l'émergence d'une sorte de catalyseur d'espoir. Mais encore faut-il que nous puissions avoir en face avec quelqu'un qui incarne les valeurs qui lui permettrait en fait d'atteindre des objectifs. Moutamba était caractérisé par quoi? Par des actions du genre, il veut moraliser l'espace judiciaire, il veut en fait soigner le médecin qui veut soigner la justice. Et en fait, si on veut être un ministre extraordinaire, il faudrait porter aussi des valeurs extraordinaires. Alors, 8 mois plus tard, maintenez-vous vos propos ou que vous le changez? Non, j'avais dit qu'on donnera le temps au temps. Aujourd'hui, les temps nous démontrent qu'il n'était pas forcément la personne indiquée, parce que c'est vrai que pour le moment, on parle de prétendu. Mais justement, hier, il y a eu cette demande de poursuite au travers de la réquisition du PGR au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il faut avancer. J'ai beaucoup apprécié l'analyse d'un ami, d'un confrère dans un des médias de la place qui effectivement évoquait cela. Il y a tellement d'éléments qui démontrent qu'on ne peut plus à ce niveau ici parler des prétendus. Parce que parce que bon, il y a toujours l'argent. On dit qu'aucun dollar n'a été décaissé. Ouais. On dit que le projet n'a pas commencé. Ouais. On dit qu'il avait suivi la procédure et pour avoir, par exemple,
Non, on est dans la presse, les gens nous suivent et c'est très important d'être pédagogique. On ne dit pas, on dit. Ici, il y a deux faits. Il y a une lettre du Sénaref qui incrimine Moutamba et son cabinet réagit pour dire que c'est un fake. Déjà dans la communication stratégique, c'était une erreur. Parce que si vous savez que vous aviez été dans une certaine démarche, il faut faire attention de vite aller avec des réactions intempestives qui peuvent vous coûter cher. Après, il y a eu cette lettre du ministre des Finances, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent issu directement du Trésor public qui était budgétisé. Il est clairement établi, je suivis le député Fontaine Mangala, qui est de Kisangani, il est clairement établi que c'est des fonds liés à comment on appelle ça, Frivao, qui est cette structure, ces fonds qui a été mis en place pour indemniser les victimes de Kisangani. Et déjà, en fait, on ne peut pas puiser dans cet argent qui était destiné à indemniser des victimes facilement pour, je sais pas, emprunter et le faire de manière personnelle, sans impliquer d'autres ministres, notamment, par exemple, des secteurs qui sont liés à cela. Et par conséquent, on voit déjà qu'il y a une démarche biaisée. C'est vrai que vous avez fait bien de mentionner le fait qu'il a demandé l'autorisation ou informé à la première ministre, et administrativement parlant, vous voudriez que 10 jours après. Mais dans la gestion, j'étais avec un ancien ministre hier, on discutait, il m'a dit, dans la gestion du gouvernement, ce n'est pas comme dans l'administration, c'est une gestion verticale. Imaginez la première ministre qui demande quelque chose au chef de l'État, et qui dit que parce que 10 jours après, le chef de l'État n'a pas répondu, donc il a donné quitus. Vous comprenez? Donc il ne faut pas... Mais c'est ce que dit la loi. Hein. Il ne faut pas confondre les choses. Ici, on est dans un pouvoir de gestion horizontale. Et par conséquent, tu dois avoir les quitus. Et le ministre me fait encore observer ceci. Il est dit, chaque ministre est responsable de son secteur, virgule, sous l'encadrement du Premier ministre, chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Et donc, par conséquent, tu ne peux pas avoir autant de liberté de ne pas profiter de cette couverture. Parce que maintenant, ça le met en danger. Parce que, en fait, n'ayant pas réussi le quitus de la Première ministre, quel que soit ce qu'il peut penser de l'administration, objectivement, parce que tacitement, il s'est plongé dans une démarche. Et là où il y a le problème, c'est quoi? Vous avez fait bien de le relever. Il n'a pas bouffer cet argent. Il y a des mouvements d'argent qui se sont faits dans un compte qui a été créé 24 heures avant. On a créé un compte séquestre, un sous-compte séquestre pour le ministère de la Justice, et on fait un virement dans un compte d'une entreprise qui jouit en fait de cette faveur, je vais l'appeler comme ça, de gré à gré, avec un montant aussi grave de 39 millions. Et en fait, c'est pas comme si on parle de 39 000 $. Je crois que le ministre, sachant, en politique, on ne rencontre pas de moines antiques, on rencontre des gladiateurs. Il sait pertinemment bien qu'il s'est lancé dans une guerre où il y a beaucoup de fronts ouverts. Et il devrait être la personne la plus prudente au Congo. Parce que son style, son approche, ces choix qu'il a fait, c'est les choix de quelqu'un qui veut combattre les détournements. Et donc, il devrait être, lui, exempt de toutes sortes de petits soupçons dans une démarche de détournement. On va poursuivre parce que ici, chez nous, il faut tenir compte de certaines réalités. On parle parfois aussi de la diabolisation, on va y revenir. Entre-temps, les millions qui se dilapident comme ça à travers le pays font mal, parce qu'en réalité, l'avenue, par exemple, Kasavubu, qui mène vers la célèbre place Victoire, est méconnaissable de nos jours. Le délabrement y est très avancé au point que même les véhicules réputés robustes peinent à circuler. 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo, hélas, sombre avec un manque criant de routes. Constat de terrain avec Ave Maria Lomfankenda et Elohim Fenda. Rien qu'arriver à cet endroit active la colère noire des Quinois. En effet, ces images sont les visages actuels de l'avenue Kasavubu, peu avant d'atteindre la célèbre place Victoire. La chaussée est complètement détruite, la crevasse ne permet plus aux véhicules de passer et même les taxis-motos réputés passe-partout ont du mal à s'effrayer un chemin. Les piétons, eux,
développe de l'imagination pour atteindre victoire. Décidément, Kinshasa n'a plus de route praticable de bout en bout et la population, qui enregistre plusieurs sons de détournement de millions, aiguise la langue pour s'en prendre aux autorités. Le 21e siècle, où beaucoup de pays se développent, avoir un pays comme ça, avec des nids de poules comme ça, c'est la honte. Même Dieu le Père regarde le Congo comme ça, très sale. Il ne va pas descendre dans un pays comme ça. La célèbre place de Victoire que nous avons connue n'est plus la même. Constatez-le vous-même. Partout. Il n'y a plus moyen de bien circuler dans cet endroit. La route est devenue très impraticable. On se demande où se trouvent réellement les autorités de ces pays. Nous, motocyclistes, n'avons même plus d'endroit pour garer. C'est déplorable. Comme la Tour Eiffel pour Paris, l'opinion se souviendra qu'arriver à Kinshasa sans passer par la place Victoire était synonyme d'avoir raté son voyage au Zaïre, devenu République démocratique du Congo. Et ça, c'est un souvenir lointain. Alors, Eugène Kandolo, on vous appelle coach. Vous avez dit ici que Constant Mutamba Tungunga aurait dû être prudent par rapport à son style, par rapport à son approche, etc. Alors, ses proches, ceux qui sont proches au ministre d'État, disent qu'il est l'objet d'une cabale. Chez nous, la diabolisation marche bien, on en veut à sa personne parce qu'il a quand même révélé un certain nombre de choses. Mais je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en politique, on ne rencontre pas de moines antiques. Ce sont des gladiateurs. Et si tu lis les livres d'Obama, on lui dit, il rapporte qu'on lui dit que les ennemis redoutables ne sont même pas dans les camps adverses, c'est dans ton propre camp. Il y a l'union sacrée. N'oublie pas, Eric Izami, que nous sommes à la veille d'un gouvernement voulu d'union nationale et les gens peuvent se rentrer dedans comme ils le veulent. Je vais prendre une image qui m'a fait mal hier. Avant de répondre à ta question sur la Première ministre, parce que j'étais là le jour... Depuis l'altercation, voilà. Il semble... Bon, d'abord, il n'y a pas eu altercation. C'est vrai que dans l'opinion, ça a été donné comme ça. L'image qui m'a fait mal hier, c'est la posture du président de l'Assemblée nationale. Quand il annonce cette nouvelle, écoutez, en communication, tout compte. Il ne dit pas le ministre d'État, Constant Mutamba, est mis en cause. Non, il dit Sieur Mutamba, actuellement ministre. L'usage de mots, le poids et l'essence que l'on donne aux mots veut beaucoup dire. La façon de dire une chose vaut mieux que la chose que l'on dit. On sait sentir qu'il y avait de l'enthousiasme et que le président de l'Assemblée nationale lui-même était content, en fait, de sacrifier quelqu'un. Je ne lui prête pas d'intention. Mais le poids de mots, il dit Sieur Mutamba. Il s'agit d'un ministre d'État. Sieur Mutamba, actuellement, ça veut dire que dans les jours qui vont suivre, il ne sera plus. Actuellement, l'essence de mots, actuellement ministre d'État, c'est là qu'il cite maintenant ses attributions. Au lieu de commencer par ministre d'État, Mutamba et tout ça, il dit Sieur Mutamba. Et avec une gestuelle un peu décontractée, j'allais dire, je ne veux pas me permettre de dire que c'était avec un peu de légèreté. Et il faut aussi voir la salve d'applaudissements les salves d'applaudissements qui ont suivi en fait. C'est comme si tous les députés n'attendaient que ça. Alors je me suis dit, aïe, Mutamba, il est cuit. Parce que vous parlez de cabale. J'insiste sur le fait que quand vous voulez convertir les gens, soyez sûr que vous êtes vous-même déjà converti. Ça, c'est très, très important. Et il s'est lancé dans une démarche. Il a fait même les états généraux de la justice. Il a même demandé que l'on puisse condamner à mort tout celui qui va prendre un seul dollar américain de la caisse et tout ça. De l'État. Et c'est comme ça que je ne veux pas dire comme ceux qui pensent qu'il était dans le populisme. Et ça le rattrape. Parce que dès lors qu'il y a juste un petit soupçon, parce qu'on a dû bloquer. Si on n'avait pas bloqué ces comptes, ça veut dire que l'argent allait être utilisé. Et utilisé, je ne sais pas de quelle manière. On a sauvé l'argent de la République pour éviter qu'on se retrouve qu'il a déjà construit aussi son université de Kindu et qu'ils nous disent qu'ils sont des partenaires. Alors, et donc,
parler de l'altercation avec la Première ministre, d'abord j'étais là ce jour-là, je ne crois pas que Moutamba avait voulu narguer la Première ministre. C'est juste une maladresse, une sorte de mauvaise communication, parce qu'il insiste, il dit Nasal Oyo, Nazoka Solo, d'abord il commence par dire Nazoka Solo détournement. Alors quand les gens s'emballent un peu, il insiste pour la deuxième fois, il dit Nazoka Solo détournement Nasal Oyo. En fait, il ne s'est pas rendu compte en fait de la gravité de ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Et c'est après, quand la Première ministre vient passer, qu'elle dit à son tour, est-ce qu'il n'y a pas d'odeur de parce détournement. qu'en fait, elle avait raison. Moi, j'ai tout de suite dit au monsieur de l'IGF qui était à côté de moi que ça, c'est une erreur de communication. Parce que dans la salle, il y a qui? Il y a la Première ministre, il y a la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, il y a la ministre de l'Enseignement primaire. Chacun était panéliste. En fait, l'erreur de Moutamba, c'est qu'il n'a pas amené des notes pour développer son thème. Il est venu parler comme ça. La ministre de l'enseignement supérieur a amené des notes, l'autre a amené des notes, l'autre... Et lui, il a voulu faire le show. On est en train de vouloir citer. C'est dans l'élan de show qu'il fait cette erreur. Ce n'était pas intentionnellement. Il n'y a pas eu altercation. Ce sont les gens des médias qui ont pris la petite partie de Moutamba, la petite partie sensation. Ils ont collé ça comme si c'était directement une altercation entre les deux. C'est une communication faite à des timings différents. Et justement, on parlera des présomptions d'innocence parce qu'il n'a pas encore toujours été inquiété, donc il va être entendu. Une autre actualité, on va terminer par là, on va lever ou pas les immunités de l'ancien chef de l'État qui visiblement n'habite plus la République démocratique du Congo, il est ailleurs. Votre lecture? Bon, je sais que c'est une patate chaude entre les mains du Sénat et particulièrement du président du Sénat qui a quand même un passé aussi proche de l'ancien président. Et je rigolais même hier avec quelqu'un lui disant « Tu as déjà vu où une commission de plus de 40 personnes dans une salle de 108 personnes ?» Ça ne s'appelle plus commission. En fait, vous vous rendez compte qu'on cherche à tout prix pour que chacun soit sali, si on veut appeler ça comme ça. Représentation de 26 provinces, représentation de partis politiques. En fait, tu vois qu'on veut créer un environnement... Est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Mais c'est pour la première fois que je vois une pareille commission. Et je comprends que la démarche, c'est qu'on ne puisse pas pointer du doigt, comme on a vu déjà José Makila pointer du doigt Lutundu, la dire que c'est lui qui veut sacrifier... Il serait instigateur. Parce qu'il est à la tête de la commission. En fait, les gens ont en même temps, c'est délicat quand même, les gens ont en même temps peur, les gens se demandent, donc ils sont dans une sorte de délicatesse qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, dans une salle de 108 personnes, on a une commission de plus de 40 personnes. Commission, il y a quand même une certaine nous allons atterrir, Paul Janton, un des communicateurs qui mérite d'être élu, Paul Janton disait que la communication devrait nous sauver. À cette population qui nous suit, quand même un mot d'espoir pour que finalement la paix puisse être priorisée. Vous leur dites quoi? Non, mais il est important d'abord de porter à cœur nos compatriotes qui sont à Goma, Bukavu, Rutshuru, toutes ces villes qui sont entre les mains de AFC M23. Il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que c'est une partie de notre corps humain qui est le Congo. Et par ailleurs, je demande chacun de nous à un sens élevé du patriotisme, parce que c'est le patriotisme qui fera que les gens ne puissent pas détourner, que les gens ne puissent pas se faire juste de coups pour des positionnements, parce qu'ils ont appris qu'il y a un gouvernement qui pointe à l'horizon, mais que les gens conjuguent les Congos et que cela, en fait, puisse permettre à ce que finalement, on évite des genres de choses comme ces débordements d'eau, cette saleté dans la ville, parce que nous avons besoin de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et que chacun soit humble pour savoir que l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Qu'on aide le chef de l'État, qu'il puisse mener à bien en fait la mission de la destinée du Congo qu'il a. Et au besoin, lui-même, le chef de l'État, je crois qu'il doit tirer de leçons de par les castings qu'il a fait jusqu'ici pour qu'il puisse effectivement, par sursaut, choisir des meilleures personnes, non pas sur base de sensations de chantage politique, mais sur base de résultats que l'on veut atteindre. Parce que le Congo, c'est le seul pays que nous n'avons pas d'autre. Nous devons en fait allumer cette flamme et permettre à ce que ce géant au cœur d'Afrique puisse se relever et que du rêve congolais puisse partir le rêve africain. Merci beaucoup, Eugène Kandolo. Mesdames et messieurs, je rappelle que je recevais pour vous un chercheur en communication, on l'appelle coach. On a donné à la République démocratique du Congo un paradis, n'en faisons pas un enfer. Et chacun de nous va mettre la main à la pâte pour construire ces beaux Congos. C'est fini pour ce journal, donc merci à vous de l'avoir suivi. Et
Au revoir. La famille Ebandi était pleurée à la suite du décès du docteur Eddy